dernière, on va voir. Voilà, c'est parti. Merci Olivier Loub d'avoir accepté de répondre à l'invitation de l'association de la cause freudienne Midi-Pyrénées et donc de répondre à nos questions pour la newsletter N qui prépare le colloque N de toujours, N d'aujourd'hui, qui aura lieu en visioconférence le 10 avril prochain. Olivier Loub, vous êtes professeur d'histoire à Toulouse, en classe préparatoire aux grandes écoles à Saint-Cernin. Vous avez beaucoup travaillé sur les représentations autour des récits nationaux, notamment des récits nationaux tels qu'ils sont communiqués dans l'enseignement scolaire. Vous avez sur ce point publié L'école et la patrie, l'histoire d'un désenchantement en 2001. Et puis, plus dernièrement, vous avez publié en 2013 L'école et la nation. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur Jean Zay, qui fut ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts de 1936 à 1939. Et c'est particulièrement sur ce point que nous allons vous entendre ce matin. Je signale un ouvrage que vous avez écrit, Jean Zay, L'inconnu de la République, aux éditions Armand Collin en 2012 et qui va être très prochainement réédité dans une édition augmentée. Pour commencer, nous nous sommes rendus compte, Clémentine Cotin et moi-même, que nous ne connaissions pas Jean Zay avant de connaître vos travaux. Quand on découvre la dette que nous avons à son endroit, notamment du point de vue de l'enseignement en France, c'est assez stupéfiant. Aussi, pourriez-vous nous le présenter en quelques mots? Oui, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Et effectivement, il y a un paradoxe, Jean Zay. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, lorsqu'on le connaît, suscite quand même une attention, voire même une affection, hein, on peut le dire comme ça, et qui d'ailleurs est assez œcuménique de nos jours. Hein. Vous pouvez avoir des personnalités très largement situées dans le spectre public et politique qui apprécient Jean Zay, son action, en même temps que la majorité, hein, très grande majorité des Françaises et des Français ne le connaissent pas. Donc c'est paradoxal, hein, ça va s'expliquer, on va le voir tout à l'heure, par des raisons d'effacement, mais c'est étrange parce que c'est un homme qui compte énormément dans la fabrique de la République sociale. C'est-à-dire que si on prend le cas de l'éducation nationale, Jules Ferry, c'est l'homme de la démocratisation politique par l'école, la fabrique des républicains, alors que Jean Zay, c'est l'homme de la démocratisation sociale par la culture. Et cette démocratisation-là, c'est resté la nôtre. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de démocratisation de l'enseignement, ou par l'école, lorsqu'on parle même d'ascenseur social, mais démocratisation dans ce cas-là, on n'a même pas besoin de dire social pour que ça soit le sens qu'on donne à démocratisation. Et ça vient de l'âge de Jean Zay. Il en est la figure de proue. Mais il n'est pas reconnu comme tel et on préfère garder la figure de Jules Ferry comme père fondateur d'une école qui n'est pas l'école Ferry. L'école Ferry, par exemple, ne se préoccupe pas de l'ascension sociale, de la promotion sociale. Ça n'a pas de sens pour l'école Ferry. Il s'agit de fabriquer des républicains. Ça, c'est fondamental. C'est déjà une lutte considérable face à l'Église, etc. Là, il y a un gros combat, et Ferry le mène, mais ce n'est pas le combat de la République comme démocratie sociale. Ça, c'est une autre génération qui va l'accomplir à partir de Jean Zay, puis la Libération, Langevin Vallon, etc. Alors, d'emblée, ce qui peut marquer son effacement, juste une remarque, c'est qu'aucune loi Jean Zay n'est comparable à une loi Ferry. C'est-à-dire qu'il n'est pas identifiable dans la grande histoire politique de la France comme étant le nom d'une loi décisive pour changer notre système d'enseignement. C'est une des clés de la disparition relative mais profonde, hein, mais large de la figure de Jean Zay. Voilà. Merci beaucoup.